Hello, moi c'est Geoffrey, ça n'a pas changé. Le podcast s'appelle Essaye encore, ça n'a pas changé non plus. C'est marrant, ça ne change pas. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie, mais là ça ne change pas. Hein. Certaines choses changent pour un bien, hein. Un tour de poitrine par exemple, d'autres pour un mal, hein. Un tour de taille. Ou un tour de cou si on est allergique aux abeilles. Enfin bon bref, des choses changent dans la vie, mais le podcast lui ne change pas. Principe très simple donc, un invité que j'apprécie beaucoup, sinon c'est pas mon invité, et tout un tas de bides et d'échecs dans la vie pour en arriver à une conclusion. Essaye encore. Et en parlant de choses qui changent dans la vie pour mon invité, la roue tourne a pas mal tourné comme qui dirait. Il sait qu'une villa à Montpellier peut très vite devenir un 10 mètres carrés à 7. Il sait que le mot échéancier rime avec huissier et Avignon avec pognon. Épisode 25-15, oui, ou qu'on appelle plus communément épisode 5. Covid-19 oblige, on a fait ça au téléphone. Mon cinquième invité, c'est Jean-Philippe Janssen, et ça rime avec quelqu'un qu'on aime. Allez, c'est donc Jean-Philippe qui arrive en cinquième invité de ce rendez-vous. Salut Jean-Philippe. Salut Geoffrey. Bonjour, bienvenue, je suis content de t'avoir, ça fait plaisir. Je suis content d'être reçu par toi, oui, bon. C'est pas magnifique. Écoute, c'est bien gentil. Alors, je suis doublement content parce que toi, géographiquement, on est à côté. Enfin, peut-être plus maintenant, mais en tous les cas, on vient du même coin. J'étais content parce que je t'avais comme connu un peu avant que tu sois Jean-Philippe, finalement, Jean-Philippe connu d'aujourd'hui. Et c'est beau de voir entre le avant et le maintenant, le chemin parcouru. Et donc, c'est tout à propos dans ce rendez-vous ici, Essaye encore, puisque je suis sûr que sur ce chemin qui aujourd'hui te fait voler de tes propres ailes, il y a eu quelques petites zones de turbulence. C'est l'idée donc. Alors j'ai une question pour commencer, j'en ai pas 50 des questions parce que je suis pas journaliste, mais j'en ai une que j'aime poser à chaque invité en début. Plutôt que moi de faire un portrait de toi, c'est je te pose la question, toi, qui es-tu? Comment tu te présenterais à nous, Jean-Philippe? Oh, je suis resté une femme toute simple. Non, mais qui suis mais moi, je suis un bon gars du Nord. J'espère, en tout cas, je le revendique. Et je viens d'une famille de 4 enfants, avec des parents très aimants, d'une famille modeste, du Nord de la France. Et puis voilà, j'ai fait mes études en collège et lycée privé. Mes parents m'ont donné la meilleure éducation possible. Ils ont beaucoup travaillé pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Et je pense qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et voilà. Et après, j'ai eu une différence par rapport aux autres dans ma famille. C'est que très vite j'ai su que j'étais différent, que j'étais gay. Voilà. Et il y a 25 ans, au moment où je dois le dire, c'est un peu moins facile qu'à dire qu'aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu plus compliqué. Et puis j'avais peur de la réaction de mes parents, j'avais peur de plein par de définition, choses. on est aussi dans un village, tout ça, on n'est pas en pleine ville. Enfin, il y a deux choses, c'est 25 ans en arrière et c'est pas non plus quelque chose de commun, on va dire. Non, c'est pas commun. Et puis moi, je me sentais responsable. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, mais je me suis dit, ça va pas être accepté. J'avais l'impression de vivre une injustice. Alors, bien sûr, la pression sociale, catholique, familiale, a fait que j'ai essayé de me prouver que c'était pas ça. On lutte un peu contre soi-même quand on est ado. Donc, je suis sorti avec des filles. Mes premières aventures, c'était avec des filles. Mais je sentais bien qu'au fond de moi, c'était pas ça. Tu vois. Donc, et jusqu'au jour où tu peux plus le contenir et que ça transpire de partout. Et tu dis, il faut que je le dise. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'avais tellement peur de la réaction de mes parents ou de mon entourage que j'avais rencontré quelqu'un et qui habitait Montpellier, et j'ai dit j'avais trouvé le bon moment, j'ai dit je le dis et je pars vivre à Montpellier comme ça, même si ça n'est pas accepté ou même si ça indispose mes parents ou voilà, je vivrai ma vie à 1000 km de là. Tu leur imposes pas entre guillemets, tu l'as dit, t'es clair avec toi-même, puis après toi tu fais ton chemin. Oui, exactement. Et finalement tout ce que je craignais, on est assez surpris, on s'imagine des fois des réactions et on a exactement l'opposé de ce qu'on pensait avoir comme réaction et on est souvent agréablement surpris. Voilà. T'en parles dans le spectacle, tu l'abordes sur scène et alors évidemment en riant. Est-ce que c'était aussi entre guillemets drôle sur l'instant ou pas? Parce que pour en faire un sketch, il faut quand même du recul, j'imagine. Ah non, c'était pas du tout drôle sur l'instant. Et si j'en fais des sketchs, c'est bien que ça a été des situations tendues ou dramatiques. C'est en général, c'est comme ça que moi je fais ma thérapie. C'est une fois que j'en rigole, ça veut dire que tout a été digéré.
Mais non, sur l'instant, c'était un peu, c'était très tendu. Moi, j'étais très stressé. C'était pas la meilleure période de ma vie, hein. Et en plus, je me demandais pourquoi j'étais différent. En plus, je me torturais. Ouais. Mais mes parents qui étaient aimants, parce que quand il y a de l'amour, on arrive à tout. Alors qu'ils étaient pas, franchement, c'est une déception pour les parents. Pour moi, c'est ça, et c'est normal. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est Oui. ma mère, la première chose qu'elle m'a dit quand je lui ai dit, c'est mon Dieu, je ne serai jamais grand-mère. Voilà, donc Oui, ça, elle l'a remis ça dans sa parlait- perspective à elle, de ce à quoi elle s'attendait, quoi. Exactement. C'est donc, mais cette phrase, elle était vachement mignonne. Et puis finalement, regarde aujourd'hui avec du recul, si elle veut être grand-mère de mon côté, elle peut. Oui, oui. Tu vois, donc, Mais oui. l'évolution de la société est telle que maintenant, les choses. Mais il y a 25 ans, c'était un peu plus compliqué Ouais. pour moi, et donc ça m'isolait un petit peu. Ouais, T'as parlé d'une famille mais de... mes parents étaient formidables. tant mieux, t'as de la chance là-dessus. T'as parlé d'une famille de 4 enfants. T'étais l'aîné? J'ai pas demandé. Non, je suis le dernier. T'es Je suis le le dernier, dernier d'une d'accord. famille de 4. Ouais, j'ai un frère aîné, qui n'est plus malheureusement aujourd'hui. J'ai une autre sœur, et puis une autre sœur, et puis moi, le petit dernier. Et voilà. Et est-ce que, du coup, t'étais le dernier dans la famille, mais est-ce que t'as été le premier à faire le coming out? Parce que je sais que ta sœur est également homosexuelle. Oui, c'est une famille un peu bizarre, c'est une configuration spéciale. Mais non, c'est ma sœur qui était plus âgée, hein, on a 6 ans d'écart, qui l'a dit en premier. Ah d'accord, donc il y avait quand même une sorte de voix, enfin disons qu'il y avait un exemple, un modèle pour toi peut-être aussi. Oui, Quand un il a fallu le dire. porte-parole, mais finalement, moi, quand elle a annoncé, ça m'a permis de voir la réaction de mes parents à ce moment-là, Oui, oui. et ça n'a pas été facile quand même, hein, parce que il y a beaucoup d'amour, mais il y a quand même de l'acceptation et de la remise en cause. Et fort de la réaction que j'avais vue, je m'étais dit mon Dieu, quand ça va être à moi, ils vont se dire pas un mais deux. Voilà, c'est ça. Et déjà, faut que c'est le choc d'un, et puis il y en a un deuxième qui arrive derrière. Tu vois, c'est la deuxième vague. Et du coup, c'est ça qui m'a décidé à le dire, mais très tard, parce que je veux plus les assommer avec Ouais. parce que mes parents se sont posés beaucoup de questions. Ils se sont demandé, alors qu'ils n'ont personne n'a une part de responsabilité là-dedans, et c'est pas un drame, mais mes parents se sont demandé ce qu'ils avaient bien pu faire Ouais, je vois. pour en avoir deux. Voilà, à l'époque, ils se posaient des questions, et aujourd'hui, ils savent qu'ils n'avaient pas à se remettre en cause, et on est très heureux dans nos vies. Hein. Et sur cet instant-là, tu le vis comme un échec, toi, toute cette situation de devoir attendre, etc. Ou finalement, parce que tu m'as dit qu'ils avaient bien réagi quand tu l'as dit, ou finalement, c'est pas du tout dans ton souvenir un moment où ça a raté. Non, c'est pas un raté, c'était des appréhensions, on a tous nos peurs, et voilà, et puis mais moi ça m'isolait, parce que je pouvais pas dire qui j'étais en fait, et des fois je vivais des choses heureuses dans ma vie d'homo, et je partageais, j'avais des bonheurs que je pouvais pas partager, et t'as envie de dire que t'es heureux, surtout à tes parents, et je pouvais pas, mais j'ai attendu le moment où j'étais vraiment avec un projet de vie, à rencontrer quelqu'un pour le dire à mes parents, parce que je l'aurais pas fait que je sais pas, un petit copain. Enfin, j'ai attendu d'être sûr de moi et de ce que je voulais faire de ma vie, pour leur dire, en disant maintenant c'est ça et c'est pas autrement. Je veux pas vivre pour les autres, je veux vivre pour moi. Alors justement, c'est là que tu pars donc dans le sud, tu l'as dit, hein, tu fais ton coming out et tu pars dans le sud ensuite pour comme vivre ta vie, puis j'imagine aussi te rencontrer toi un petit peu, on a toujours un moment, un besoin comme ça, et c'est là que tu lances un magasin qui a pas fonctionné, c'est ça? Oui, avec mon petit copain de l'époque à Montpellier, où je suis descendu, on décide d'ouvrir des boutiques de fringues. Enfin, c'est plutôt maintenant avec du recul, la version c'est il décide d'ouvrir à mon nom des boutiques de fringues. On sent que ça finit mal déjà. Oui, c'est ça. Et on a 10 ans d'écart, il est 10 ans plus âgé, donc beaucoup plus aguerri à tout ça. Et moi, il me fait signer des papiers. Et moi, je suis dans ma période love, et je suis naïf, et je l'aime. T'as quoi, 25 ans, c'est ça par là? Hein? T'as quoi, 25 ans? J'avais 21 ans. 21 ans, ok. Oui, donc effectivement, t'es encore tout jeune. Ah bah oui, 21 ans, mais bon, j'étais à la tête d'un magasin, voilà, c'est ça. Et sauf que ce type était un petit peu, mal intentionné, et puis qu'il a fait de l'abus de biens sociaux. Enfin, c'était un petit escroc en fait. Hein. Et puis, et moi, je suis tombé dans le panneau, j'ai signé tout le papier, je me suis porté caution solidaire de tous les emprunts. Et un jour, lui, il s'est tiré avec la caisse, les magasins ont fait une liquidation judiciaire, et moi, je me suis retrouvé à payer
toutes ses dettes. Voilà, toutes ses dettes parce que j'avais signé les papiers. Hein, donc, bah oui, oui. Et lui avait organisé son insolvabilité et puis moi là c'est un accélérateur de vie. Hein, là j'ai découvert la vie. J'ai su ce que c'était la vie et le combat que c'était avec l'argent, machin. Et donc j'avais une villa à Montpellier. C'était une petite réussite. On avait une villa, de belles voitures. Et là tout a été saisi, la maison vendue à la chandelle. Enfin, tu fais vraiment le grand 8 quoi. En termes d'émotion, tu passes vraiment des deux opposés. Je suis passé d'une villa de 120 mètres carrés en bord de plage à un studio de 10 mètres carrés sur le port de Sète, tu vois, parce que et puis avec les huissiers qui me poursuivaient tous les jours pour que je paye les dettes. Et après, moi j'avais plus de à cette époque-là, ça s'appelait le RMI. J'avais même pas le droit au RMI, le RSA actuel, je crois que c'est ça. Ouais, ça peut être ça. J'avais pas le droit au RMI parce que j'avais pas 24 ans et qu'il fallait 24 ans pour l'avoir. Donc j'avais aucune ressource et je voulais pas embêter ni revenir dans le Nord embêter mes parents parce que j'étais descendu dans le Sud et que pour assumer ma vie et pas les embêter. C'était pas pour remonter en disant je me suis planté et puis je voulais pas avouer l'échec. Voilà, c'est tout. Donc puis j'imagine aussi que tu te sentais comme un peu c'est toi qui tu te sentais comme responsable ou coupable peut-être même enfin pour rien parce que tu t'es fait avoir mais je veux dire il devait y avoir sur l'instant une forme de culpabilité aussi un peu. Oui, et puis j'aurais pas voulu que je sais pas comment ça s'est passé à l'époque, mais je voulais pas que mon père par exemple je dise tu vois on te l'avait dit il y avait un peu de fierté là-dedans et puis surtout je voulais pas les inquiéter voilà parce que c'était vraiment une grosse dette qui me tombait dessus que même eux n'auraient pas eu les moyens de rembourser donc c'était même pas la peine d'attiser le feu hein, et c'est là que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et heureusement j'avais fait un DUG d'allemand à Villeneuve d'Ascq dans mes études j'avais fait un DUG et donc je parlais un peu les langues l'anglais l'allemand et voilà et c'est une copine qui m'a dit moi je te verrais bien steward et je ne savais même pas ce que c'était un steward hein. Et j'ai dit bon et j'ai regardé j'ai commencé à me renseigner et c'était la grande époque d'Air France où ça recrutait à tour de bras et je suis allé à la NPE aux Astédiques là et j'ai dit voilà j'ai un vrai projet je vais faire cette formation ça coûte assez cher est-ce que vous pouvez m'aider et ils m'ont financé une partie. Et après, il y a des associations locales et voilà, et ça marche vraiment bien. Je veux dire, il y a des trucs solidaires en France qui marchent très très bien. Et quand vous avez un réel projet, voilà, parce que il manquait juste le petit coup de pouce pour payer cette formation qui était quand même assez chère, parce que c'est une formation privée. Et j'ai passé mes examens de steward et donc la sécurité et tout ça. Et après, j'ai postulé dans une compagnie, et d'abord une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral à Montpellier, et puis après, je suis rentré à Air France, la grande. La grande dame. Voilà, mais si j'avais pas échoué avec magasin et s'il n'y avait pas eu toutes ces dettes, jamais j'aurais pensé dans l'urgence à dire, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, steward. Donc, et j'ai adoré mon métier, mais avant de monter dans un avion, je ne savais même pas ce que c'était un avion, j'ai jamais pris un avion. Bah oui, donc, le seul rapport aux avions que tu peux avoir, j'imagine, c'est à la Salman, ici, près de Maubeuge, c'est-à-dire le petit aéroport qui est le plus proche de chez nous. Et ça s'arrête à ça. Ah oui, c'était ça. Et moi, j'avais jamais pris de vol. On prenait le train, et puis l'avion, c'était trop cher. Ça correspond à une époque. Mais je crois que mon premier vol dans l'avion, mon Dieu, on aurait dit, j'étais en costume blanc et noir, on aurait dit un pingouin en dimanche. Et voilà, je maîtrisais pas du tout mon environnement, j'avais peur, mais tout consistait à faire croire aux gens que je n'avais pas peur et que je maîtrisais très bien mon environnement. Bah, au moins, ça t'apprenait à le faire pour sur la scène plus tard. Ah oui, exactement. Ça me confrontait devant un public et dans un univers que je ne connaissais pas. Bon. Et puis après, on s'est formé et j'ai adoré mon métier. Moi, je voulais faire du long courrier. J'ai commencé par les moyens courriers, les petits vols, parce qu'on fait ses classes un peu. Hein. Et très vite, 2 ans après, je suis parti sur le long courrier parce que moi, je voulais voir le monde. Je voulais découvrir le monde. Donc, oui, ça s'offrait à toi. C'était devenu ton travail. Donc, c'était effectivement autant en profiter au maximum et voir ce qu'il y a à voir. Je comprends, ouais, c'est clair. Et j'étais payé pour le faire. En plus, donc j'ai adoré ça. C'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est difficile, qui est très décalé par rapport à tout ce qui se fait. Mais mon Dieu, c'est exaltant. Voilà. Moi, je dis toujours aux gens, mes yeux ont vu en une vie ce que les vôtres ne verront jamais, parce que j'ai un concentré du monde là. Voilà. Et ça m'a ouvert l'esprit, je pense aussi, et ça m'a montré que j'étais pas si différent que ça. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Alors, du coup, je rembobine un tout petit peu, parce qu'on a compris que c'est l'échec des magasins qui fait que tu vas une fois de plus, on le montre, voilà, ici dans Essaye encore, c'est que
que c'est par un échec que ensuite arrive le bon, ou en tout cas t'apprends les bonnes armes pour rebondir autrement. Donc je rembobine un chouïa, effectivement, quand tu parles du magasin des magasins qui font en liquidation, etc., et t'as toutes les dettes. Ouais. Comment à cet instant-là, toi parce que quand tu le vis, c'est un échec. Comment tu réagis face à les ennuis sont là. C'est quoi ta réaction à ce moment-là, toi? T'assumes tes responsabilités, tu le vis comme une injustice, hein, et tout le monde s'entendait à dire que effectivement j'étais victime d'un escroc, mais c'était tout, on le reconnaissait, mais par contre j'étais solvable, donc je suis conscient, ça doit te payer. L'huissier disait oui, c'est dommage pour vous, mais maintenant faut payer. Et j'avais les huissiers avec des dettes qui, tu penses bien, quand ils sont chez l'huissier, sont à des taux d'intérêt mais majorés à 19%, alors que donc je vais payer les dettes. Donc je me suis jamais débiné, j'ai dit ok, je vais payer les dettes. Je dis seulement, moi j'avais plus de revenus, j'allais en avoir après. Il faut m'arranger, faites-moi un échéancier. Je suis de bonne foi, je veux bien payer, mais aidez-moi. J'ai déjà saisi la maison, j'ai plus rien. Donc, Et t'es tout seul à ce moment-là? T'as des amis, t'as des gens, ou tu fais vraiment face à ça tout seul? J'ai pas beaucoup de monde autour de moi, mais il y a quelques personnes. La nature humaine est franchement bonne. Il y a quelques personnes, les commerçants autour de mon magasin qui m'avaient connu, hein, des amis que j'avais rencontrés là-bas, qui m'ont tendu la main. J'ai été hébergé chez une copine commerçante pendant quelques temps. Après, j'en avais un qui avait un restaurant. J'y allais manger le soir, il me faisait pas payer. Enfin, j'ai eu des gens qui ont bien vu que j'y étais pour rien, que je m'étais fait avoir comme un bleu. Voilà, tu vois. Donc, mais je ne voulais pas l'aumône non plus, donc je me suis dit il faut que je me remue, et puis faut y aller. Donc oui, à ce moment-là, là c'est un scoop. Ouais, j'ai fait des ménages dans les magasins qui étaient autour du mien. Je passais l'aspirateur, comme ça ils me donnaient un billet, machin, mais c'était une façon aussi de donnant de m'aider. Voilà. J'avais fait un truc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un peu princesse Sarah qui était déchutée, parce que j'avais mon magasin de fringues qui était rutilant, ça brillait de partout, et j'avais une couturière une retoucheuse, et quand j'ai plus de magasin, j'allais faire le ménage chez ma retoucheuse d'avant. C'était marrant quand même, tu vois. Donc dans la vie, j'apprends toujours que tu peux être en haut et tu peux revenir en bas, et que les places sont interchangeables, donc il faut jamais l'oublier. C'est un bel apprentissage dès le début, à peine lancé dans la vie. Ah oui, et après en fait, quand j'ai récupéré un salaire, une fiche de paye, parce que je suis rentré dans une compagnie aérienne, et j'avais une saisie aérienne tous les mois pour payer les dettes de mon ex-petit copain. Donc pendant le temps de ma vie, j'ai payé pour lui. Il y avait une saisie sur mon salaire de 20% tous les mois, et je peux dire que ça attend plus de vachement, hein, 20% tous les mois. Et voilà, mais j'ai fait ça. Voilà, j'ai payé. Et puis un jour, j'ai dit tiens, il y avait un jeu de télé que j'aimais beaucoup qui s'appelait Boîte d'Arthur, apprendre ou à laisser. Et je regardais ce jeu et je dis quand même, ce jeu c'est con. C'est toi et ta chance. Il y a que des boîtes à ouvrir, tu vois. T'as pas besoin de réfléchir, d'avoir cette culture. C'est pas question pour un champion. Et j'ai été pris sur cette émission parce que j'étais une nature comique apparemment à l'époque. et on m'a pris sur le plateau et j'ai gagné 75 000 euros. Cette émission qui m'ont permis, c'était le coup de pouce du ciel, après 10 années à payer pour l'autre, c'était ce qui soldait exactement toutes mes dettes. Ah bah oui, donc c'est un beau... Et je l'ai vu comme un signe du destin. Et j'ai pas acheté de maison, j'ai pas acheté comme on pense à des gens de ma tranche d'âge, 20-30 ans à cette époque-là. Tous les autres, c'était dans la construction de leur vie, les mariages, je fais construire la maison. Moi, je devais régler les dettes de l'autre. Et ça a été le petit coup de pouce du ciel qui m'a permis de tout régler et de récupérer une vie financière normale. Ouais. Donc là, t'es toujours à cette époque en train de voler pendant que tu joues là, quand tout ça se règle, t'es toujours en avion là. Oui, je suis déjà steward et je fais mes vols, et je suis rentré steward en 98, c'est ça. Ok. En 1998. Oui, je suis rentré steward quand on a gagné la Coupe du Monde, et j'ai démissionné steward quand on a gagné la deuxième Coupe. Faut plus qu'on en gagne d'autres, tu vas reprendre du service. Alors du coup, pendant pendant la découverte des autres pays, j'ai envie de dire, des autres cultures aussi, et puis du métier de steward, là aussi il y a des moments que tu vis un peu comme sur l'instant des échecs, mais finalement qui t'apprennent des choses. Je suppose, en voyageant, il y a forcément des moments où c'est plus compliqué. Ah mais moi voyager, j'étais émerveillé, tu vois, je découvrais des choses. Moi je sortais de Maubeuge, même pas Maubeuge, c'était Beaufort. J'avais été en collège et lycée privé à Avesnes-sur-Helpe.
Mhm. Et là, j'arrive dans un monde qui s'ouvre à moi, où je traverse les frontières, Les où océans. je vois, oui, c'est ça, où je vois des pays, des cultures différentes, des gens venus de tous horizons, des hommes d'affaires, des argent, des gens qui en ont moins, des gens qui ils partent en voyage pour faire en vacances. Ce qui fait que t'as un panel de sociétés dans l'avion, ce qui fait que tu rencontres plein de gens. J'ai fait des rencontres formidables tout au long de ma carrière, et puis c'est un métier où il faut aimer les gens, sinon tu ne fais pas ce métier. Tu vas avoir le sens du service, mais il faut aimer les gens. Moi, j'aime les gens, et donc c'est enrichissant. Et puis j'ai découvert des endroits magnifiques. Et même mes collègues, donc ça a été une ouverture d'esprit et puis une vision de la vie qui m'a permis. Puis c'est un joli métier, c'est vraiment un joli métier à part, mais c'est encore un métier qui fait rêver les gens, même si ça s'est beaucoup dégradé et puis que là, mon Dieu, les pauvres, je sais pas vers où on va parce Oui. que rien va beaucoup changer avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est un métier qui fait rêver. Il y a le prestige du port de l'uniforme. Tu représentes quelque chose, quoi. Tu vois, moi j'étais fier là j'étais fier. C'était comme si j'avais fait une grande école, hein, moi. Ah ouais, bah oui, Ça. tu m'étonnes. Donc et mes parents étaient fiers parce que face à mes premiers échecs, c'était fait du souci en disant mais qu'est-ce qui va devenir, et puis voilà, et puis ils avaient peur que je tourne mal, et là ça les a un peu rassurés de voir Stewart, et puis d'une grande compagnie, Air France, voilà, tu vois, c'était ça valait quelque chose, tu vois, ça valait quelque chose. Ouais. Mais donc c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu seul parce que c'était l'éloignement, c'est ne pas voir les tiens quand tu veux. Un avion ça vole tout le temps, les Noël, Nouvel An ça n'existe pas. Donc tu les as, c'est au petit bonheur la chance, des fois oui, des fois non, mais on n'arrête pas un avion pour ça. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un métier qui t'isole un peu et qui fait que tu es toujours obligé de te manifester quand tu rentres ou quand tu reviens, parce que les gens partent du principe lui il est jamais là, voilà, Oui, il est toujours oui. à l'autre bout du monde. Donc c'est toujours à toi en rentrant de dire non je suis là, voilà, parce que mais tu vis en décalé par rapport au reste de la société parce que tu fais des vols de nuit, tu rentres le matin quand tout le monde va travailler, c'est très bizarre, c'est une vie à part, mais j'étais content parce que j'avais rattrapé une vie normale. Et que ça, c'était en plus la petite cerise sur le gâteau, c'était un métier qui me plaisait. Donc c'est très important d'aller au travail quand ça te plaît. Mais du fait que ça te plaisait, t'as jamais eu un moment où ce rythme de vie, tu l'as comme mal vécu? Ah si, tu sais, c'est un métier avec les décalages horaires. Enfin, tu joues avec ton horloge biologique tout le temps, constamment. C'est-à-dire que toi, tu vas aller en vacances une fois dans l'année, c'est ton voyage, tu vas aller à l'île Maurice, tu vas subir une fois le décalage horaire. Moi, c'était toutes les semaines et une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'est-à-dire que je pouvais partir à plus 9 heures, revenir, rester 2 jours à Paris et repartir à moins 10 heures. Ouais. Et donc il y a un moment dans le mois où tu es déphasé, tu vois. Et ça, sur toutes les années, il y a une fatigue insidieuse qui se met en place. Tu vieillis un peu plus vite que la moyenne, t'es un peu plus fragile hein, au niveau de la santé parce que voilà, ton corps est pas. Il y a beaucoup d'hôtesses de l'air qui n'arrivent pas à tomber enceinte parce que ce rythme ne leur permet pas. Et une fois qu'on les met au sol pour 2 mois, en disant voilà, on les met au sol pour 2 mois, paf, elles tombent enceintes. Donc tu vois bien, c'est qu'il y a quelque chose qui naturellement n'est pas forcément bon pour l'organisme. Donc t'en souffres un peu, ouais, et puis c'est cette fatigue. Moi, à la fin, j'ai fait 20 ans dans les avions, donc au début c'est super, c'est génial, t'es jeune, t'arrives là-bas à Rio, tu fais la fête, machin, mais à 40 ans, t'arrives au même Rio, tu t'arrives à l'hôtel, tu prends une douche, tu mets ton peignoir, tu vas te coucher. Tu montes plus sur les tables, tu vois. et ça, j'en avais un peu marre, parce qu'en plus le 11 septembre a tout changé dans ce métier. Moi, j'ai connu avant le 11 septembre et après. Ouais. Et le 11 septembre a tout changé et ça n'a jamais cessé de se dégrader, en fait, depuis ce jour-là. Donc, tu le vois même bien comme quand toi, tu vas à l'aéroport, ton parcours du combattant pour arriver de l'aéroport jusqu'à l'avion, c'est compliqué aujourd'hui. Et dans les avions, c'était pareil, tu vois. Donc, il y avait une espèce de chape de plomb, un truc d'austérité qui s'était mis dans les avions. Les compagnies aériennes n'allaient pas bien, alors il fallait faire des économies. Donc, on tirait sur tous les leviers. Donc, c'était des heures sup et des machins. Donc c'était moins festif de faire ce métier, c'était moins marrant. Et donc ça jouait sur le moral des gens. Les équipages étaient un peu plus voilà, les temps d'escale étaient réduits. On restait plus 3 jours, on restait 2 quand on faisait pas des allers-retours des fois. Donc il y avait moins d'intérêt pour moi à le faire et j'ai commencé à me fatiguer de tout ça. Il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie, il fallait que ça change. J'étais pas malheureux, mais je sentais qu'il y avait quand même un truc qui me disait à 40 ans quelque chose parce que tu commences à en avoir marre et c'est pas bon de commencer à en avoir marre. C'est là qu'il faut prendre en compte ce problème, tu vois. Il faut se remettre en cause. Là je me suis remis en cause, je me suis dit
plus capable de faire ce métier, ou si je l'aime moins, ça va se répercuter dans ce que je vais faire à bord. Voilà, j'avais pas envie d'être un steward aigri. Voilà. Ouais, voilà. Avant de le devenir, tu as senti les signes. Très bien. C'est là du coup alors qu'arrive l'envie de scène, ou est-ce qu'elle est déjà bien avant et puis bon bah de toute façon t'es occupé donc tu peux pas en faire de la scène. Comment ça vient ça? Mais il n'y a pas vraiment eu d'envie de scène. J'avais mon naturel comique et je faisais rire les gens. J'avais déjà un public, moi, dans l'avion, Bah oui. sans parler de scène. Mais j'avais un public dans l'avion. Je faisais des vols entre 10 et 15 heures. J'avais le temps de parler aux gens et de créer du lien. J'arrive en escale. Il y a toujours 3 ou 4 équipages qui sont là dans le même hôtel parce que selon la fréquence des vols. Donc, il y avait toujours au moins un auditoire de 50 personnes pour m'écouter. Et je voyais bien que je captais l'attention en racontant mes anecdotes. Et c'est tous mes potes, mes collègues d'Air France qui disaient, Jean-Philippe, t'as un don, tu devrais faire du théâtre, la façon que tu racontes tes histoires. Et j'étais flatté, mais je dis oui. J'étais pas sûr que ce que je racontais dans les avions ou à mes collègues, ça ferait rire les gens ailleurs. Tu te voyais comme le bon pote, mais pas. Après, c'est pas forcément être humoriste, quoi. Oui, je vois le. Ouais. Bah oui, comme le collègue de bureau qui fait rigoler tout le monde au mariage, toi. Et c'est ce que je faisais. C'était ma nature. C'est ma mère qui m'a appris ça. Ma mère est comme ça. Et puis c'est une copine un jour qui m'a inscrit à un concours d'humoriste. Une hôtesse, et qui m'a dit ben non, t'as plus le choix, je t'ai inscrit à un concours, je suis sûr que t'as du talent, tu dois y aller. Et c'était le printemps du rire à Toulouse. On était 900 candidats au départ, et avec mon petit sketch de 10 minutes, j'ai fini finaliste. C'était quoi? Tu parlais de quoi alors? Qui parlait de ma mère. Ah bah voilà, déjà. Aujourd'hui, oui, ça parle toujours de ma mère. et avec ce sketch, je suis arrivé en finale, j'ai pas gagné, mais c'est là que je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose avec ce que je raconte, ça intéresse aussi les gens au sol, pas qu'en vol. Voilà. Et j'ai commencé à écrire mes petits sketchs, et mon petit one-man show, et je suis allé jouer dans des scènes ouvertes à Paris, 5 minutes par-ci, passer une audition par-là, un concours d'humoriste par-ci, et en fait, je suis allé partout où on voulait de moi, pour me faire connaître, partout. Même dans toutes les foires au boudin, j'ai fait partout où on voulait de moi, j'y suis allé. Et parce qu'il faut se faire connaître. Le seul moyen de se faire connaître, c'est de se produire, c'est d'aller partout. Et je l'ai fait. Mais sauf que ça me prenait beaucoup de temps parce que tu lâches pas. Et moi qui suis junior, qui a la valeur des choses, tu lâches pas quelque chose comme Air France comme ça. Bah oui. Donc, tu réfléchis. Et puis moi, je revenais d'une situation financière catastrophique. Oui, voilà, t'avais connu, donc c'est ça. J'avais stabilisé le truc. Je dis, est-ce que tu penses qu'il faut tout rebasculer et prendre le risque? Et je me suis dit, bon bah écoute, je vais. Donc pendant un an, j'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire que je faisais mes vols Air France et quand je rentrais, j'allais jouer au théâtre, j'allais faire des scènes à droite, à gauche, en province. J'ai fait les deux en même temps. Mais ça sous-entendait que des fois, je rentrais de Singapour et le soir même, je jouais au théâtre à Paris. Et le lendemain, je repartais à Beyrouth. Ouais, c'était un peu ça, tu vois. Et oui, donc t'as ajouté. Toi qui étais déjà en train de dire que ça fatiguait, t'as ajouté de la fatigue au truc. Ah oui, c'est ça. Mais j'étais content de cette nouvelle activité qui me donnait un sens à ma vie. C'était plus un hobby, mais j'ai toujours pensé que ça serait un hobby et que ça ne deviendrait jamais un métier. Et je me voyais steward jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être où j'aurais grimpé dans des échelons à Air France, mais ma vie c'était l'aéronautique. Et non, il y avait ce truc. Et puis au bout d'un an, bien sûr, avec ce rythme, j'ai fait un burn-out. Voilà. Et là, je me suis dit bon, je pleurais parce que je trouvais pas ma deuxième chaussette et je me suis dit ça, c'est un signal. Normalement, on pleure pas pour une chaussette. C'est un bon signe, oui. Et dit, je crois que je fais une burn-out. et c'est là que je me suis décidé. J'ai dit bon, allez, Air France, c'est une grande compagnie qui me donne la possibilité de prendre un congé sans solde de 2 ans, mais sans quitter la compagnie. Je lui dis, ben voilà, je fais ça, mais ça veut dire sans solde, c'est sans solde, hein, c'est 0. Mais j'ai la possibilité de revenir si ça marche pas. Voilà ce qui m'avait sécurisé. C'était mon filet de sécurité. Et je suis parti, et là, je me suis lancé à corps perdu dans le théâtre. Il y avait un petit théâtre qui me produisait à Paris, qui s'appelait The Artist. Mais c'est pareil, je payais tout. C'est-à-dire que je payais la location du théâtre, je payais mes flyers, mes affiches. Quand tu commences, tu te produis tout seul. Il y a personne qui mise sur toi, si tu veux. C'est à toi d'aller chercher les gens et t'essayes de te faire connaître. Donc, mais il y avait alors la solidarité de mes collègues font que, comme ils croyaient tous en moi, ils ont rempli mes salles pendant quelques mois quand j'ai commencé. Oui, c'est-à-dire qu'en étant effectivement dans les avions, normalement, tu peux déjà brasser pas mal de monde. Ah oui, voilà, c'est ça. Et puis j'étais dans une petite salle de 40 personnes, à 15 000 navigants Air France. Je peux la remplir à un moment, la salle, tu vois. et ça a commencé comme ça, les élans solidaires, et puis de concours en concours, mais seulement au début ça marchait, et puis après il y a eu une période où ça s'est essoufflé, et puis moi ça me coûtait de plus en plus cher, et j'arrivais pas forcément à payer mes charges fixes tous les mois parce que je n'avais plus de salaire, donc et sont arrivés les attentats à Paris.
qui a changé la façon de faire des gens et qui a changé la société profondément. Et les salles de spectacle étaient. Moi, le soir des attentats, je jouais au théâtre et on a été enfermés dans le théâtre avec les gens. Enfin, vous venez jusqu'à 5 heures du matin. Tout le monde se souvient de cette période un peu horrible, tu vois. Et après ça, les salles de théâtre, elles ont été vides pendant quelques temps. Et il y avait plus personne qui venait me voir. Il y avait plus personne qui allait voir les autres artistes non plus. Mais il y avait plus personne qui. Moi, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de bouffer. J'avais misé le pari de ma vie dessus. Là, je me suis dit, oh là là, t'es sûr que tu veux faire ça? Tu t'apprêtes pas à de beaux jours parce que rien de changer. Et puis les gens vont pas aller s'enfermer dans des salles de spectacle pour se faire tirer dessus. C'est ça. Et là, c'était compliqué. Et donc j'ai commencé à plus pouvoir payer mon loyer ici à Paris. Et donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi qui verse 100 euros par-ci, 100 euros par-là, j'ai été habitué aux échéanciers toute ma vie, mais qui règle pas le truc. Donc, et moi qui doute de plus en plus en me disant, t'es sûr, mais ça va pas marcher. Et puis j'avais fait des coups d'épée dans l'eau, j'avais envoyé des démos, j'avais été faire des castings et ça marchait pas, j'avais pas été fait, ou alors j'avais essuyé des refus. Voilà, et là j'ai commencé à douter. Et je me suis dit, il faut que je retourne dans les avions, c'est pas possible, il faut que je retourne dans les avions. Je peux pas ne pas payer mon loyer. Et j'ai pas fait ce métier pour pas payer mon loyer. C'était ça que je me disais. Et je dis, ça marche pas. Alors, le monde se fait pas en un jour. Il faut un peu de temps, mais j'ai appris aujourd'hui que la galère fait partie du parcours de l'artiste. En fait, c'est une phase qui te forge et qui te prouve à toi ta détermination à vouloir continuer ou pas. Voilà, c'est ça. Et moi, je voyais bien que la situation était catastrophique. Que moi, mon réveil matin pendant cette période, c'était la banque. La banque tous les matins à 8h, elle appelait pour des découvertes. Et là, du coup, à toute cette période, forcément, ça fait écho à la première. Et comment tu te sens quand tu dis putain, non, ça recommence? Comment, enfin. Ah oui, tu te sens mal. Tu dis bah non, tu vois, voilà, tu fais des mauvais choix. Et je dis voilà, t'as voulu te faire plaisir. Et ce qui me rassurait, c'est que quand même, j'avais pris un congé sans solde. C'est-à-dire que tu avais toujours ce filet de sécurité. À la fin de ce congé, je retrouvais ma place de steward avec mon ancienneté, là où elle était, toi. Mais de 2 ans et c'était une catastrophe et je me suis dit mais à 40 ans les gens ils ont une maison, ils ont une voiture, ils travaillent, ils ont établi une famille et j'ai dit toi encore une fois à 20 ans tu te retrouves dans la merde et à 40 ans où tu dois être t'es encore dans la merde. C'est ce que je me suis c'est marrant parce que ça fait 2 fois que tu mentionnes ça. Du coup c'est important enfin pas de se comparer mais il y a toujours un peu comme ce rapport à l'autre. Tu dis les autres ils en sont là, moi non. Enfin c'est amusant quelque part. Parce que tu te compares, tout le monde se compare et puis tu veux faire une vie enfin tu veux pas avoir une vie de patation. Moi je voulais une vie construite et là ça fait pas vie construite, tu vois. Et en plus le rapport à l'argent est tel, tu vois. Moi j'ai galéré beaucoup, mais j'ai galéré et j'avais l'impression de reproduire le même schéma parce que j'ai vu mes parents tout perdre parce que mes parents s'étaient portés caution pour l'entreprise de mon frère et mon frère avait fait faillite et moi quand j'avais 15 ans, mes parents ont tout vendu, on leur a pris leur maison, leur voiture. Et la banque leur a saisi les comptes. J'ai vu ça quand j'étais gamin. Et je me suis dit tiens, et je refais la même chose moi. Et sans rien avoir demandé. Enfin, d'ailleurs, tu cherches pas plus les ennuis que ça au final. En fait, ça vient très vite. C'est ça le. Oui, non, j'étais pas un filou, tu vois, je faisais des choses pour moi et pour essayer de faire quelque chose de bien. C'était pas pour, c'était pas de magouille, tout ça, tu vois. Et voilà. Et donc là, je me souviens à ce moment-là, puisque j'avais déjà tourné, j'avais fait une émission de Stéphane Plaza pour trouver un appartement à Paris. Oui. Mais c'était pas. En 2014, ça. Bon. En gros, c'était à ce moment-là que j'ai rencontré Stéphane Plaza et Stéphane Plaza qui m'a toujours soutenu quand je lui ai dit que je commençais les petites scènes à Paris, le théâtre et les concours d'humoristes. Il m'a toujours soutenu en me disant t'as un don. Voilà, il m'a dit je t'ai vu moi jouer sur une petite scène devant 10 personnes dans une cave à Paris, t'as levé les 10 personnes. Voilà, il me dit moi c'est ça que je vois, t'as l'aura. Et il me dit faut pas arrêter. Et là je me souviens un jour où je l'appelle et je suis dans ma salle de théâtre à Paris une demi-heure avant de jouer et on me dit il y a 10 personnes sur 70 places dont 5 invitations. Tu te dis non c'est pas possible. Tu dis c'est pas possible. Et là j'appelle Stéphane Plaza en pleurs. Et je lui dis Stéphane, je dis il faut que je retourne dans les avions, c'est plus possible, il faut que je retourne dans les avions. Et Stéphane m'a dit non, je te retourne pas dans les avions. Il m'a dit, je dis mais Stéphane, je paye plus mon loyer. Il m'a dit je te le paye ton loyer. Je dis non, j'ai pas fait ce métier non plus pour que tu me payes mon loyer. Ouais, je comprends. Je voulais pas. Et il m'a dit lâche pas. Il me dit lâche pas. La vie c'est une question de timing, lâche pas.
Et j'ai continué et jusqu'à mon 3e festival d'Avignon où Laurent Ruquier me repère. En fait, il envoie quelqu'un me voir à la salle de spectacle parce qu'il a vu une vidéo de moi sur Internet qui lui a été montrée par Vincent de Dienne. Et sur ça, il envoie quelqu'un me voir pour avoir la confirmation de dire que voilà, c'est ça. Ouais. Et sa collègue, enfin son bras droit qui vient me voir à la fin du spectacle, il dit Monsieur Ruquier aime beaucoup ce que vous faites, mais à ce moment-là, moi j'étais dans une période de désespérance, tu vois, j'y croyais. Oui, parce que t'as dit 3e Avignon, donc enfin t'as persévéré, mais t'es allé loin dans la persévérance, quoi. Aussi, il a fallu vraiment s'accrocher. Et loin dans le déficit. Et c'est à ce moment-là, j'y crois. Alors t'es flatté qu'on te dise Laurent Ruquier aime ce que vous faites. Vraiment, t'es flatté parce que c'est une reconnaissance. Enfin, mais à ce moment-là, on me propose rien. Enfin, il se passe rien. Ouais. Donc je suis à Avignon. Tu dis c'est là tout près, mais pour autant il se passe rien, quoi. Ouais. Je dis c'est super, on aime bien, mais bon, je sentais comme c'était peut-être un petit peu trop tard, voilà. Et puis et là, je décide, je me dis, de toute façon, le 3e Avignon, le bilan n'est pas bon, enfin, meilleur que les 2 autres, mais toujours pas à l'équilibre. Et moi, toujours pas une thune. Et je me dis, bon, il faut que, je me dis, si en décembre ça va pas mieux, mon congé sans solde c'est terminé, je monte dans les avions et puis on laisse cette parenthèse de côté. Et puis c'est au mois d'octobre de cette année-là que Laurent Ruquier m'appelle, le 6 octobre, tu vois, je me souviens de la date, mais comme si c'était hier. J'ai un appel masqué et moi en général un appel masqué. Ah déjà les masques. Moi l'appel masqué en général c'est rarement un colis de la Redoute, c'est forcément un huissier. Bah oui. Alors je vois l'appel masqué, je dis ah non c'est encore la banque, je sais pas quoi. Mais je décroche et je reconnais cette voix reconnaissable entre toutes, c'est la voix de Laurent Ruquier qui me dit Monsieur Janssen, bonjour, je suis Laurent Ruquier. Je fais oui bonjour, t'es très impressionné. Hein. Et il fait écoutez voilà ma collaboratrice est venue vous voir en spectacle cet été parce que j'avais vu une vidéo de vous sur internet à Avignon qui m'avait fait beaucoup rire. Et il me dit je pense que votre humour et les grossettes, il y a quelque chose à faire. Venez faire un essai. Et il dit quelqu'un qui est ch'ti, qui est steward et qui est gay a forcément des choses à raconter. Oui, quelque part, il a pas tort. et là, je vais faire mon essai avec et là, tu te mets toute ta vie sur cet essai. T'imagines, tu te dis, c'est la lumière au fond du tunnel. Hein. Et du coup, alors, avec la pression, par contre, peut-être tu peux, comme le foirer, justement, en mettant toute cette pression sur cet instant précis. Comment tu le vis à ce moment-là? Je dors pas la veille. Ça fait 5 jours que j'ai la diarrhée. Je vomis tout ce que je mange. Vraiment. Et j'arrive ce matin-là au studio rue Bayard à l'époque encore. Et j'arrive. Il y avait tous ces gens qui sont impressionnants pour le jeune artiste que j'étais. C'est-à-dire il y avait Ariel Dombal, il y avait Pierre Bénichou, Christine Bravo, Bernard Mabie, Isabelle Mergo. Et là, ça arrive et Laurent Ruquier n'est pas encore là. Et t'as tous ces gens-là qui te regardent de la manière de dire mais c'est qui celui-là? Et je te jure, j'ai failli prendre un plateau et servir des cafés à tout le monde. Oui, bah oui, réflexe professionnel. et voilà. Et Laurent Ruquier arrive et il dit je vous présente Jean-Philippe Janssen. C'est un jeune humoriste que j'ai découvert. Il va faire un essai aux grossettes. Faites-lui un bon accueil. Et donc tout le monde me parle et Christine Bravo me dit à cette époque-là. Défonce-moi la gueule. Pardon. Elle me dit, défonce-moi la gueule. Toi, ça va t'aider. Et moi, j'ai l'habitude. Et donc, sur le plateau, j'ai pu m'appuyer sur elle en la charriant, ce qui m'a donné une aisance, tu vois. Créer une complicité déjà existante, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis Laurent Ruquier qui est fan des anecdotes d'avion m'a servi les plats avec mes anecdotes de steward sur la première émission. Et quand l'émission s'est terminée, parce que moi le stress c'était productif, mais je sentais bien que j'avais des choses à raconter et je voulais pas passer ma chance. Tu vois, donc parce que grosset c'est un exercice difficile. Il faut choper le timing, le moment où parler, parce que une vanne avant ou une vanne après c'est trop tard. Tu comprends? Ouais. Et il faut être efficace. Et là je sentais que ça marchait et je voyais bien les yeux de Laurent Ruquier qui était content de son choix. Et en sortant, il m'a dit j'étais sûr que ça marcherait, bienvenue aux grosses têtes. Et au moment, parce que quand il m'a fait faire les essais aux grosses têtes, dis-toi bien qu'à RTL, il faut des validations. Donc il m'a proposé et tout le monde lui a dit non. À cette époque-là, quand il a montré ma vidéo sur Internet, tout le monde a dit ça peut être pas trop patin canard, tu vois. Et lui a dit non, moi j'y crois. Voilà, et donc, et il m'a dit, Laurent Ruquier, je suis content de moi parce que je ne dois qu'à moi. Si j'avais pas eu cette insistance de dire non,
j'y crois, je veux essayer, et ben ils disent que ça n'aurait pas été possible parce que personne n'en voulait. Et donc alors maintenant aujourd'hui ils en rigolent. Tous ceux qui avaient dit non à l'époque, ils me voient et fait oh là là, on a eu du flair. Tu parlais de se remettre en question au tout début, mais c'est un peu ça. Faut toujours y penser dans un coin de sa tête. Ah ouais, faut toujours y penser. Et les places dans la vie sont interchangeables. En haut, en bas, au milieu, voilà, on tourne tous. Hein, c'est une roue. Hein. Et du coup, alors, une fois ça lancé, en tout cas validé par un Ruquier, et puis te voilà arrivé dans les grosses têtes. Là, tu te dis ça y est, ça va décoller. C'est le bon. Je suis sur la piste de décollage pour le coup. Ah non, c'est pas. Je me dis pas. À ce moment-là, je me rends pas compte. Moi, je me dis juste à ce moment-là, je me dis ouf, ça va me sortir de la galère. On va récupérer un rythme de vie normal. Mais je n'ai pas idée de la fulgurance que c'est. Et en fait, j'étais pas préparé. Et en 2 émissions des grosses têtes, ma vie avait changé. C'est-à-dire que on m'a poussé sur le devant. Enfin, j'ai été projeté et j'étais pas préparé. C'était tellement vite. Il y avait du jour au lendemain tous les gens qui me faisaient signer des autographes à la sortie d'RTL. C'était c'est quoi ce phénomène? Il y avait un emballement autour de ça et tout autour de moi changeait. Donc j'ai l'impression que le sol se dérobait. Tu vois, j'ai dit oh là là, mais il y a 2 mois je payais pas mon loyer et je bouffais des pâtes, quoi, tu vois. Et la banque elle m'a appelé et là c'est formidable et machin. Et puis tous les programmateurs qui appelaient pour que je vienne jouer et là et alors que même à Avignon j'arrivais pas à décrocher des contrats, tu comprends. Et là, tu te dis waouh, et ça m'a fait peur, ça m'a fait très peur. J'étais très heureux. Alors, c'est très marrant, c'est un mélange d'excitation, de bonheur, mais un mélange d'angoisse parce que tous les gens autour de moi changeaient. Les gens me parlaient comme si j'étais le plus beau. J'étais pas habitué à ça. Et puis à un milieu et des nouveaux codes. Le showbiz est quand même très différent de la vie normale. Voilà, et j'étais pas armé. Si tu te rends compte que quand 2 émissions des grosses têtes et le petit théâtre de 70 places où je me produisais encore à l'époque, le Beau Saint-Martin ici à Paris, que tu payais de toi-même pour le coup à cette époque-là. Ouais. Là, ça ne désemplissait plus. C'est-à-dire que ça ne désemplissait tellement plus qu'en une semaine où je faisais les grosses têtes, le théâtre, il était plein non seulement tous les soirs, mais ils ont rajouté une 2e séance de Jean-Philippe Janssen parce que il y avait trop de demandes. Donc je faisais 2 représentations par jour. Une à 19h, une à 21h. Et il y avait du surbooking. Et c'est là que Laurent Ruquier m'a dit, tu peux plus jouer dans ce genre de petite salle. Il faut que tu changes de salle. C'est plus possible. Et moi, je dis, mais, et il m'a dit non. Et j'appelle du monté. Et je suis arrivé au grand point virgule. Voilà, on m'a mis au grand point virgule. Je suis arrivé là-bas. C'était la grande salle. Il y avait 400 personnes. Voilà, et il y avait la queue sur le trottoir. Il y avait M6 qui faisait des reportages. La Voix du Nord. C'était les stars. Ça fait peur. C'est exaltant, mais ça fait peur. Et pour te dire la petite anecdote, quand je suis arrivé au grand point virgule, il y avait mon affiche, une belle affiche. Il y avait Anne Roumanoff qui jouait à l'époque. Il y avait les The Housemen, Desperata Housemen, il y avait des gros spectacles parisiens, et mon affiche au milieu. Et quand j'arrive au grand point virgule, de la directrice jusqu'aux ouvreurs, personne ne sait qui je suis. Ah oui. Tellement ça a été vite. On ne sait pas qui est Jean-Philippe Janssen. Ouais. On dit, Jean-Philippe Janssen, et la salle de 400 elle est pleine tous les soirs, mais voilà. Mais c'est qui celui-là? Je suis tombé du ciel, les gens ne me connaissaient pas. Donc c'était très très déstabilisant. J'ai l'impression que moi-même j'avais l'impression de pas être légitime, tu vois. J'ai dit c'est pas possible, on va me le reprendre. C'est surtout aussi c'est aussi vu ton parcours aussi. Tu te dis c'est pas possible, ça dure pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Oui, je comprends. C'est clair. Ouais, c'est ça. Et puis tu dis et puis si moi je suis judéo-chrétien, pour moi il y a toujours la facture à payer. Et je dis mais on va me le reprendre, c'est pas possible, on va me le reprendre pour fils parce qu'on va te le reprendre, ça va pas durer. Et puis après t'essayes de justement, tu t'habitues à ça et t'essayes de déjà d'être bien entouré au niveau professionnel et au niveau de tes choix. Et j'ai demandé énormément de conseils à Laurent Ruquier et à Stéphane Plaza et qui m'ont éclairé de leurs conseils et qui m'ont fait des mises en garde et qui m'ont aidé, voilà, vraiment. À me protéger de tout ce qui arrivait parce que j'aurais pu me faire duper, je n'ai pas cette expérience et voilà, donc j'ai été bien entouré, bien conseillé et puis parce qu'il faut pérenniser tout ça, il s'agit pas de faire ça monte un coup de buzz et puis plus rien derrière. Et puis derrière, ouais, voilà, ouais. Mais déjà voilà,
Mais là, on est déjà, t'as quand même un show et tu le jouais au théâtre et t'avais déjà plusieurs Avignons. T'étais quand même, tu t'avais opéré la transition, je joue sur scène. Mais je suppose que quand t'as commencé à jouer, juste à essayer de faire des sketchs, là aussi, t'as dû genre jouer devant 3 personnes qui riaient pas. Enfin, il y a eu ces moments où on est très seul quand ça se produit. Il y a eu ça aussi, j'imagine. Ah, mais j'ai eu des salles à Avignon ou à Paris avec 4-5 personnes. Et je n'ai jamais annulé de représentation. Je suis allé jouer, même pour 2 personnes, j'ai joué. Et parce que tu dis, ces gens-là, ils ont cru, ils ont payé pour venir te voir. Tu leur dois ça, tu vas jouer pour eux. Et alors, c'est marrant parce que du coup, dans mes souvenirs, c'est le meilleur public que j'ai eu. Ah ouais. Parce qu'ils sont tellement dans la compassion de se dire, oh là, le pauvre, on est que 5, que quand il faut applaudir, et ben ils surapplaudissent. Ouais, super, tu vois. Et donc ça m'a beaucoup touché. Voilà, mais c'est vrai que tu doutes, hein. Mais non. Et puis, mais c'est formateur. En tout cas, c'est formateur. Et puis ça te prouve ta hargne, voilà. Et si tu sais faire rire les 2 personnes qui sont au premier rang et qu'il y a personne autour, mais c'est tu sauras faire rire toute la salle. Voilà. Ouais. Et du coup, alors quand après, là ça devient plus grand, comment tu vis ton rapport avec les gens? C'est plus le même. T'es impressionné parce que t'as plus le même rapport, t'as plus cette proximité, c'est plus du café-théâtre, tu vois, donc... Et là, tu sens pas, tu vois pas les gens parce qu'il y a des lumières dans la gueule. Ouais. T'as une grande scène et puis tu devines les gens, mais tu prends surtout une espèce de masse d'énergie en face de toi que tu ne vois pas, qui rit et qui t'envoie des rires et ça rythme ton spectacle. Et c'est une toute autre mécanique, mais c'est très impressionnant. Je crois, j'ai toujours le trac, hein, moi derrière le rideau. Hein, et plus les salles sont grandes, et plus le trac grandit. Hein. Et pourtant tu sembles bien à l'aise. Ça fait partie de ce que tu as appris, ça, dans les avions. Ouais, ça fait partie. Oui, ça fait partie. Air France, c'était de la représentation. Hein. C'est déjà du théâtre à l'avion. Tu représentes une compagnie, tu es Air France, tu as un costume, tu as un uniforme, il y a des rideaux, on a des petits chariots et tu vois, c'est déjà du théâtre et tu représentes, donc tu parles au nom de la compagnie et tu parles bien aux gens, même si des fois tu as envie de leur dire arrête de me faire chier. Mais non. Tu peux pas dire oui, bien sûr, bien évidemment, monsieur, comptez sur mon entière diligence. Voilà. Ouais, donc c'était je pense que ma vie, mon vécu m'a beaucoup appris pour la scène en fait. Et sur l'adversité et puis sur le rapport aux autres, quoi, tu vois. Mais il faut aimer les gens, voilà. Je me suis jamais laissé aigrir, hein, même au plus bas. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments moins faciles que d'autres. Et puis au début, même dans la profession, il y avait des gens qui me validaient pas du tout, qui disaient moi j'ai dit retourner dans mes avions, tu vois, de la merde. Donc faut te faire ta place parce que c'est un milieu ultra concurrentiel. Il y a beaucoup de monde. Les gens se font pas de cadeaux. Ils sont tous en rivalité alors qu'on défend des univers différents. Tu vois, c'est combat. Oui. Et justement, parlant d'univers, le ch'ti, il y en avait évidemment un qui était passé avant toi, c'était Danny Boone qui avait vraiment creusé un énorme sillage. Et du coup, alors toi, quand tu débarques en tant que ch'ti, t'as pas peur de dire, on va dire c'est le deuxième ch'ti, c'en est un autre, ou alors est-ce que pas du tout, tu penses même pas à la place qui est éventuellement possible moi, j'ai entendu, on m'a dit, c'est une pâle copie de Danny Boone. Oui, mais je l'ai entendu. Sauf que moi, j'étais sûr de mon truc parce qu'à part l'accent, et encore qui n'est pas le même, mais à part l'accent, moi, je racontais ma vie dans les avions. Oui, voilà, c'est ça. Je touchais à un milieu, l'aéronautique, qui n'avait pas encore été traité dans l'humour, donc j'avais l'impression d'arriver à quelque chose de nouveau, à part l'accent, mais le propos et le fait que je rencontre Danny Boone aux grosses têtes et que à ce moment-là, Danny Boone me dit, je suis très content de te rencontrer, et il me dit. Je viens de finir un film, le scénario est bouclé, on commence le tournage dans 2 mois. Et il m'a dit, je serais bête de me passer d'un Jean-Philippe en scène. Il me dit, j'écris une scène, tu viens faire des essais. Si les essais sont concluants, on garde la scène, sinon je la vire. Et il a écrit une scène pour moi, il a rouvert le scénario, j'ai écrit une scène de 4 minutes pour moi. C'est un beau cadeau. Et ça voulait dire aux gens, Danny Boone m'a validé. Donc je ne suis pas sa copie. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il m'a adoubé. En plus, il s'est comporté comme un grand frère pour moi sur le tournage. Il m'a tout montré. En plus, il me parlait comme si j'étais un professionnel. Il me dit, t'as déjà fait du cinéma? Je dis, oui, bien sûr. Il y a 2 mois, je servais des plateaux. Je n'ai jamais fait de cinéma. Mais j'avais 4 phrases à dire. J'ai travaillé 20 heures pour dire ces 4 phrases. 20 heures. Parce que je voulais pas décevoir et je voulais vraiment qu'il soit content. Il y a des gens qui ont cru en moi. Et j'ai pris une répétitrice, du coach d'acting, ce qui est ridicule pour 4 phrases. Mais je voulais être sûr que je me planterais bien, pas. Quoi. Ouais.
Ouais, voilà, et je voulais pas décevoir, et il était très content, mais c'est du boulot, mais il me permettait d'accéder à mon rêve, et puis après il y a t'as ta part à faire, voilà, il y a tout n'est pas gratuit. Les gens croient en toi parce que mais le talent, enfin le travail, il faut que tu travailles. On peut rien te reprocher si t'as travaillé, tu vois, mais si tu n'as pas travaillé, t'es un parvenu, comme tous ces gens de, enfin, je déteste la télé-réalité et tous ces gens de télé-réalité qui ne sont rien qu'eux-mêmes et qui ont des célébrités fulgurantes mais basées sur le vivant et sur rien parce qu'ils ne produisent rien. Je voulais pas qu'on pense ça de moi, tu comprends, et puis sur une période difficile et je voulais que mes parents qui avaient qui vieillissaient, voilà, je voulais qu'ils voient ça de leur vivant. Voilà, donc et qu'ils soient fiers et qu'ils se disent ils ont perdu un fils, j'ai une sœur qui est très malade, tu vois, donc c'était la petite satisfaction qui fait regarde, il se passe un truc et voilà, et voilà, je voulais leur redonner le sourire un peu. Ouais. Et ça, quelque part, tu parlais tout à l'heure, tu as dit ta maman, elle t'a fait comme ça, elle t'a appris, ça vient d'elle, ce côté un peu comique tout le temps. C'est de par justement la situation, tu parlais de problèmes financiers beaucoup, il a fallu dédramatiser, et tu crois que ça vient tout simplement de là, en fait? Ma mère, c'est elle qui m'a appris ça, mais elle est joviale, elle est solaire, ma mère, et mon père est plus taciturne, mais il est moins causant, mais il est là. C'est ma mère. Ma mère, c'est un moteur dans la maison, ils ont cette bonté des gens du Nord, tu vois, où tu laisses pas les gens dehors. Moi, mes grands-parents ont fini leur vie chez mes parents. Ma mère n'a jamais voulu les placer en maison de retraite ou je sais pas quoi. On a accueilli des cousines, des tantes, il y avait des problèmes. J'ai toujours vu mes parents rajouter des couverts, même s'ils en avaient pas les moyens, tu comprends. Et j'ai vu ça, et ma mère, elle embellissait la vérité. On avait des difficultés, mais par le fait d'en rire, elle dédramatisait le truc, et nous on était rassurés. Voilà. Même quand ils ont tout perdu, qu'ils ont vendu leur maison à Beaufort et qu'on a déménagé, on était locataires. Ma mère, elle dit oui, on change de maison, celle-ci est plus grande. Enfin, tu vois, j'oublie pas ça, moi j'oublie pas. Et c'est donc leur rendre un peu, quoi. Ouais, j'espère que j'ai retenu ça de mes parents, ces valeurs-là. Parce que c'est vrai que je le vois des fois ici à Paris. On me dit, dans mon entourage, que je suis trop gentil, que je me fais avoir, que je dis oui, mais bon, je regrette pas de l'avoir fait. Voilà, je regrette pas. J'attends rien en retour. Et puis même si je me suis fait avoir, moi j'étais content de faire plaisir à ce moment-là. Tu comprends? Bon, faut pas se faire dépouiller que ma vie précédemment, elle me serve de leçon quand même. Hein. Oui. Ouvrir un magasin avec un petit copain ou un compte joint, ou acheter un appartement avec quelqu'un, ça c'est terminé. Jamais. tout seul. tout seul. Alors bah oui, tiens, tout seul. Même écrire, parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure d'un point de vue plus technique. Ok, t'avais tes anecdotes, ok, tu racontes de manière un peu comique, mais après écrire le spectacle, c'était encore une autre. C'est un travail que tu maîtrisais pas non plus. Il a fallu écrire et recommencer, et raturer, j'imagine. Ah, ça prend du temps, hein. C'est ce qui prend le plus de temps. C'est l'écriture, le sens de la formule. Donc moi, je savais ce que je voulais dire, j'avais mon propos. Il fallait juste trouver la façon de le dire et que ça intéresse. Et donc l'avantage, c'est quand tu vas faire toutes ces petites salles parisiennes où tu vas tester tes sketchs de 5 minutes à droite à gauche, t'as un retour immédiat du public. Donc j'écrivais 5 minutes de sketch, j'allais au Trévise le dimanche soir où il y avait une scène ouverte, le tester. Et je voyais tout de suite ce qui marchait pas. Voilà. Donc c'était un laboratoire, et donc où ça me disait la vanne, tu vois, elle a pas pris, il faut la retailler. Voilà, elle est pas assez efficace. Et donc c'est comme ça que j'écrivais, mais ça m'a pris plus de 8 mois l'écriture du premier one man show. Et j'écrivais, et en plus, donc il y a des fois des vannes auxquelles je croyais, j'aimais bien ma vanne, mais je voyais que quand je la disais en public, ça passait pas. Donc je me suis dit, c'est que je dois mal l'exprimer. Donc en général, une vanne, quand je l'écris, je lui laisse 3 chances. C'est-à-dire que 3 représentations. La première, on rit pas, c'est qu'il faut la retailler sur la deuxième. La deuxième, elle a été reformulée, ça rit toujours pas, il faut la retailler sur la troisième. Et si la troisième, elle prend pas, c'est que l'idée est mauvaise. Voilà, il faut la supprimer. Et est-ce que parce que les humoristes, c'est beaucoup ça, est-ce que ton entourage en peut plus de servir de test de vanne? Oui, non, déjà, c'est avant de servir de test, il me sert d'inspiration. Mon entourage me sert toujours d'inspiration. Moi, je veux un sketch, je monte chez mes parents dans le Nord une journée, j'ai un sketch. Donc, c'est les situations de la vie, parce que
j'ai un humour qui est basé surtout sur l'autodérision. Donc je me moque de moi et de ma famille, donc je me moque des miens et de tout ce qui m'entoure, mais je suis pas un narcissiste, je ne dénonce pas si, je ne suis Oui, pas oui, satirique, oui, je suis pas, oui, tu c'est vois, bon enfant, on vient rire, hein, voilà, c'est ça. oui, c'est de l'humour populaire et je pense que les gens s'y retrouvent. Voilà, Mm. j'ai la vie de tout le monde et j'ai eu une vie avant. Je suis pas tombé dans le showbiz, Ouais, ouais. donc j'ai fort de mon expérience et de mes galères qui m'ont formé. Mais ce que je veux dire, c'est que tous mes échecs ont été une force. Je ne serais rien de ce que je suis aujourd'hui si ce petit con de 20 ans il s'était pas fait avoir à 21 ans à tout perdre parce qu'il était amoureux. Voilà, c'est ça ce que je dis. Je ne serais pas là aujourd'hui si je m'étais pas fait arnaquer la gueule par un gros con quand j'avais 20 ans par amour à Montpellier. Voilà, ça Eh ben voilà, eh ben écoute, on sait jamais, ça reste un gros con, mais on lui dit merci quand même au passage alors. Merci Jean-Phi, c'est les mots de la fin, on peut pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute à ça? Tu viens de tout dire. Merci beaucoup à toi d'être passé. Bisous. merci beaucoup à vous.